Il y a des choses qu'un garde forestier apprend à accepter avec le temps. La solitude, l'obscurité totale au cœur de la forêt, les bruits étranges qui semblent surgir de nulle part. Mais il y en a d'autres qui ne cessent jamais de provoquer un frisson dans le dos. Et ce jour-là, je savais que j'étais sur le point de vivre l'une d'elles. Il était exactement midi lorsque j'ai allumé ma radio et entendu le rapport. Un randonneur porté disparu. 2 jours sans la moindre trace, et ce n'est qu'à cet instant que quelqu'un avait alerté les autorités. Il s'appelait Antoine Marchand, avait 34 ans, portait un t-shirt à manches longues, un short et un sac à dos rouge. La dernière fois qu'il avait été vu, il s'enfonçait dans la forêt sans donner le moindre signe de retour. Je savais que plus le temps passait, plus les chances de le retrouver en vie s'amenuisaient. J'ai pris mon équipement et suis monté dans le 4x4, empruntant des chemins de terre qui craquaient sous les pneus, comme si la forêt elle-même se plaignait de ma présence. 1h30 plus tard, je suis arrivé au point où il avait été aperçu pour la dernière fois. À partir de là, il n'y avait plus de route praticable en voiture. J'ai jeté mon sac sur l'épaule et confirmé ma position avec le central. Avant d'aller plus loin, j'ai demandé du renfort. Dans ce genre de situation, mieux valait ne pas être seul. 20 minutes plus tard, j'ai entendu le bruit familier d'un autre véhicule approchant. C'était Paul, un collègue expérimenté avec qui j'avais déjà mené plusieurs recherches. Il semblait calme, mais un détail sur son visage m'a frappé. Une tension discrète, comme s'il pressentait que cette mission ne serait pas comme les autres. « On est prêt à partir ?» demanda-t-il en ajustant sa radio sur son gilet. « Oui, mais j'ai un mauvais pressentiment. » Paul ne répondit pas immédiatement. Il fixa un instant la forêt dense où les arbres oscillaient doucement sous la brise, puis secoua la tête avant de me donner une tape sur l'épaule. « Allons-y avant que la nuit tombe. » Nous nous sommes enfoncés dans la végétation, avec cette sensation étrange que chaque pas nous éloignait un peu plus de la logique et de la sécurité. Nous ignorions encore ce qui nous attendait là-dedans. Mais quelque chose dans l'air, dans la façon dont le vent glissait entre les branches, me fit comprendre que nous n'étions pas les seuls à marcher dans cette forêt. Et très vite, nous allions le découvrir. La végétation était épaisse, les feuilles craquaient sous nos bottes et les bruits de la forêt semblaient s'alourdir à mesure que nous avancions. Même si Paul et moi avions effectué d'innombrables patrouilles dans des endroits similaires, cette marche-là avait quelque chose de différent. L'air était plus lourd, comme si la forêt elle-même cherchait à nous avertir de ne pas continuer. Je savais qu'un point critique nous attendait sur le sentier. Un endroit où le chemin se divisait. L'une des voies semblait ramener vers la sortie, mais en réalité, elle s'enfonçait plus profondément dans la forêt. C'était un piège naturel. De nombreux randonneurs s'y perdaient. Certains retrouvaient leur chemin, d'autres erraient jusqu'à ce qu'on les retrouve, ou jusqu'à ce qu'on ne les retrouve jamais. Si Antoine a pris la mauvaise direction, on peut encore le rattraper, dis-je en tentant de paraître optimiste. Paul ne répondit pas, mais hocha la tête en balayant le sol du regard. Nous avons poursuivi notre marche, appelant le nom d'Antoine. Aucune réponse, aucun bruit, aucun signe récent d'activité humaine. C'était comme si la forêt l'avait avalé. Après près d'1 heure de recherche, nous avons atteint une zone étrangement vide. Il n'y avait plus le moindre bourdonnement d'insectes, plus un seul chant d'oiseaux. Un silence pesant recouvrait l'endroit comme une ombre, et c'est là que je l'ai vu. Sur le côté du sentier, entre les racines d'un arbre, un campement de fortune. Le feu de camp était éteint, mais le bois était soigneusement empilé au centre, comme si quelqu'un avait prévu de revenir. Une bâche de tente bougeait légèrement sous l'effet du vent. « Paul, viens voir ça !» Ma voix brisa le silence. Mais Paul ne répondit pas. Je fronçai les sourcils et regardais derrière moi. Personne. Paul se trouvait juste derrière moi quelques secondes plus tôt. Paul, le simple fait d'entendre ma propre voix dans ce silence me donna un frisson glacé. J'ai essayé la radio. Paul, tu me reçois? Je suis au campement. Rien, juste des parasites. Ma poitrine se serra.
J'ai pris une profonde inspiration et tenté de rester rationnel. Peut-être qu'il avait suivi une autre piste. Peut-être qu'il était simplement hors de portée du signal. Je me suis forcé à me concentrer sur ce qui se trouvait devant moi. J'ai observé la tente. Quelque chose ne collait pas. Il y avait des traces autour du feu, mais ce n'étaient pas des empreintes de bottes. Elles étaient plus petites, irrégulières, comme si elles avaient été laissées par un animal marchant sur deux pattes. Ce campement n'avait pas été abandonné volontairement. Quelque chose s'était passé ici. J'ai attendu. 5 minutes. 10. 15. Paul ne revenait toujours pas. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que je n'avais absolument aucune idée de ce à quoi j'étais confronté. Le temps passait, et toujours aucune trace de Paul. Mon instinct me hurlait que quelque chose n'allait pas. Un garde forestier ne disparaît pas ainsi lors d'une simple patrouille. Il connaissait ces sentiers aussi bien que moi. J'ai tenté la radio une nouvelle fois. « Paul, réponds. Où es-tu » Silence. Rien d'autre que de la friture statique. Je ne pouvais pas rester là, pas sans comprendre ce qui se passait. J'ai fait demi-tour sur le sentier, scrutant chaque recoin en espérant apercevoir un indice. Mais au lieu de retrouver mon collègue, j'ai vu autre chose. Quelques mètres plus loin, entre les arbres, une silhouette est apparue. C'était un homme. Il avançait lentement sur le chemin, les bras rigides collés à son corps. Quelque chose dans sa posture me parut anormal. Et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué son sac à dos rouge. Mon cœur s'emballa. « Hé !» lançai-je en accélérant le pas. « Antoine Marchand ?» L'homme ne réagit pas. Il continua à marcher de la même manière mécanique, comme s'il ne m'avait pas entendu. Je me suis approché davantage. « Vous allez bien ?» Aucune réponse. Chaque fibre de mon être me criait que quelque chose n'allait pas. Mais si j'avais appris une chose dans mon métier, c'était que je ne pouvais pas me fier uniquement à mon instinct. J'ai pris une grande inspiration et me suis forcé à rester calme. À environ 6 mètres devant moi, l'homme finit par s'arrêter, mais il ne se retourna pas lentement, ni avec un mouvement naturel. Il pivota brusquement, comme si quelqu'un lui avait donné un ordre silencieux. Son regard se fixa sur le mien. Il ne clignait pas des yeux. Sa respiration n'émettait aucun son. C'était comme si il testait ma réaction. « Nous sommes venus vous chercher. Nous allons vous ramener. Vous êtes en sécurité. » Il ne répondit pas. Il incline seulement la tête, lentement, d'un geste étrange, comme s'il avait du mal à imiter un mouvement humain. Je ne savais pas s'il était en état de choc ou s'il y avait autre chose. Mais son silence, sa rigidité, la façon dont il se mouvait, rien de tout cela n'était normal. « Venez, on vous emmène en lieu sûr. » Après un moment, sans prononcer un mot, il recommença à marcher. Mais pas à côté de moi, derrière moi. Et c'est à cet instant que je réalisai quelque chose qui me glaça le sang. Il ne faisait aucun bruit en marchant. Ma peau se hérissa. La forêt était plongée dans un silence absolu, hormis mes propres pas. Et le pire, j'avais la sensation que, même sans le voir, il me fixait. Nous avons avancé ainsi pendant près de 40 minutes. Ou plutôt, moi, j'avançais. L'homme au sac à dos rouge glissait derrière moi, sans émettre le moindre son. Je n'osais pas me retourner. Quelque chose, au fond de moi, me disait de ne pas le faire. Lorsque nous avons enfin atteint la route de terre, mon 4x4 et celui de Paul étaient toujours garés au même endroit. Je me suis tourné vers l'homme, toujours incapable de comprendre ce qui se passait. « Je vais vous installer à l'arrière du véhicule. Ce n'est pas une arrestation, c'est juste par précaution. » Il ne protesta pas, il ne dit rien, il se laissa guider, comme s'il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Je l'ai fait asseoir dans la cage de sécurité à l'arrière et j'ai verrouillé la porte. Ce n'est qu'à ce moment-là que mon esprit réalisa à quel point tout cela était étrange. Quelque chose en lui n'était pas normal. J'ai pris une grande inspiration et allumé ma radio pour contacter Paul. « Ici Mathieu, j'ai retrouvé le disparu, je le ramène. Quelle est ta position ?» Un silence statique. Puis la voix de Paul finit par résonner à travers le haut-parleur. «
Je suis près d'une falaise, j'ai retrouvé le randonneur. Mon cœur s'arrêta net. Comment ça, tu l'as retrouvé? Oui, il est là, avec moi. Un frisson glacé remonta le long de ma colonne vertébrale. Je levai les yeux vers le rétroviseur. L'homme au sac à dos rouge était toujours assis à l'arrière de mon véhicule. Ce n'est pas possible, je l'ai avec moi. Silence. Puis, Paul prononça quelque chose qui me paralysa. « Laisse tout, va à mon 4x4, prends le fusil. » Quoi? Pourquoi? Ne le lâche pas des yeux, ne le laisse pas sortir, fais-le maintenant. Ma gorge se serra. Qu'est-ce qui était en train de se passer? Je jetai un regard furtif vers le rétroviseur. L'homme était toujours là. Il ne bougeait pas d'un centimètre. J'ai pris une grande inspiration, puis j'ai ouvert la porte du 4x4 avec des gestes mesurés. J'ai marché lentement vers le véhicule de Paul, veillant à ne jamais perdre la cage de sécurité de vue. J'ai trouvé le fusil à pompe calibre 12 sur le siège passager et les mains tremblantes, je l'ai chargé. Lorsque je levai à nouveau les yeux vers mon véhicule, la porte arrière était grande ouverte. Mon cœur manqua un battement. Je courus. Mon sang battait contre mes tempes. Le siège où l'homme était assis était vide. La cage de sécurité était tordue, comme si quelque chose l'avait déformé de l'intérieur. L'homme au sac à dos rouge avait disparu. Mais ce qui m'a le plus terrifié, c'était autre chose. Il n'y avait aucune trace de pas. Elle n'allait dans aucune direction. C'était comme s'il n'avait jamais été là, ou comme si quelque chose d'autre avait pris son apparence. Je restais figé sur place. Je regardais à l'intérieur du véhicule, puis le sol, et enfin la forêt qui nous encerclait. Aucune trace. Rien. Comment avait-il pu s'échapper? Comment avait-il ouvert cette porte alors que le verrou était enclenché? Et le plus troublant, pourquoi n'y avait-il aucune empreinte prouvant qu'il était réellement parti? Le bruit d'un moteur me fit sursauter. Paul arriva en trombe et s'arrêta brutalement à quelques mètres de moi. Son expression était fermée, mais dans son regard, il y avait de la peur. « Dis-moi que tu l'as toujours. » Je ne trouvais rien à répondre. Je me contentais de regarder l'arrière de mon 4x4, la cage tordue, la porte grande ouverte. Paul serra la mâchoire et jura entre ses dents. Tu l'as laissé partir. C'était quoi, Paul? Qui ou quoi j'avais enfermé dans mon véhicule? Il ne répondit pas immédiatement. Il s'approcha de la cage déformée et passa lentement sa main sur le métal plié. Peu importe, il n'est plus là. Ne me fais pas ce coup-là, Paul. C'était quoi ça? Il continua à m'ignorer. Il s'éloigna du 4x4 et alluma une cigarette d'une main visiblement crispée. Je n'avais jamais vu Paul agir ainsi. Écoute-moi bien, Mathieu. Si un jour tu revois quelque chose comme ça, ne t'approche pas, ne lui parle pas, ne l'emmène pas avec toi. Quelque chose comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Il me lança un regard en coin. Ça veut dire que cette chose n'était pas Antoine. Le poids de ces mots s'abattit sur moi comme une enclume. Un frisson glacé parcourut ma nuque. Mais il lui ressemblait. Oui, il marchait comme lui. Pas exactement. Je restais silencieux, essayant de digérer ce que je venais de vivre. Un vertige étrange m'envahit. Paul, combien de fois as-tu vu ce genre de choses? Il tira longuement sur sa cigarette, souffla la fumée, puis répondit « Plus souvent que je ne voudrais l'admettre ». Je m'appuyai contre le véhicule, réalisant que tout ce que je croyais savoir sur la forêt était faux. Jusqu'à ce jour, j'avais toujours pensé que les vrais dangers étaient les loups, les falaises abruptes et les rivières tumultueuses. Mais maintenant, je n'en étais plus si sûr. Paul jeta sa cigarette au sol et l'écrasa du bout de sa botte. « On y va. Il commence à se faire tard. » Je le suivis en silence. Je ne posais pas d'autres questions, pas parce que je ne voulais pas connaître la réponse, mais parce que pour la première fois de ma vie, j'avais la sensation qu'il valait mieux ne pas savoir. Les jours passèrent, mais l'impression que quelque chose clochait ne me quitta jamais. Je faisais de mon mieux pour reprendre ma routine, mais à chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais la cage déformée de mon 4x4,
la porte grande ouverte, et le visage inexpressif de l'homme au sac à dos rouge. Je voulais des réponses, mais Paul refusait d'en parler davantage. Pendant un moment, j'ai arrêté d'insister. Mais cette expérience me rappela un souvenir que j'avais enfoui depuis longtemps, mais qui, maintenant, prenait une toute nouvelle signification. Quand j'étais enfant, mon oncle Martin travaillait comme garde forestier dans une autre région. C'était un homme calme, imperturbable. Même les histoires les plus terrifiantes sur la forêt ne semblaient pas l'affecter. Mais une fois, quelque chose l'avait effrayé. C'était un après-midi couvert. Le ciel gris pesait sur la cime des arbres. Mon oncle nous avait emmenés, mon frère et moi, explorer une zone marécageuse près de la maison de nos grands-parents. Nous connaissions bien cet endroit. Nous y étions déjà allés des dizaines de fois, à chercher des grenouilles ou ramasser du bois mort. Mais cette fois-là, quelque chose avait changé. Au milieu du marécage, entre la végétation dense, une chose se dressait. Un escalier. Il était grand, en bois sombre et solide, comme s'il appartenait à une maison qui n'avait jamais existé. Le plus étrange, c'était qu'au sommet des marches, un paillasson propre était posé. Impeccable, sans une seule trace de boue, sans humidité. Mon frère et moi, nous sommes arrêtés net. « C'est quoi ça ?» ai-je demandé. Mon oncle se figea. Son regard parcourut les alentours, comme s'il s'attendait à voir quelqu'un caché derrière les arbres. Puis, sans un mot, il nous attrapa par le poignet et nous tira en arrière. « Ne regardez pas, avancez !» Je voulais protester, demander ce qui se passait, mais la manière dont sa main serrait mon bras me fit comprendre que ce n'était pas le moment. J'avais peur, pas à cause de l'escalier, à cause de l'expression de mon oncle. Quand nous sommes rentrés, il nous fit promettre de ne jamais en parler à personne. Et pendant longtemps, j'avais oublié, jusqu'à maintenant. Maintenant, alors que je parcourais la forêt jour après jour, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cet escalier, à quel point il était hors de place, à la réaction de mon oncle, cet homme qui n'avait jamais eu peur de rien. Et le plus troublant, nous n'avons jamais su si d'autres l'avaient vu. Parce que quand mon frère et moi sommes retournés sur place, des années plus tard, l'escalier avait disparu. Tout ce qu'il restait, c'était une clairière vide dans le marécage, comme s'il n'avait jamais existé. Mais moi, je savais. Je l'avais vu. Et ça voulait dire quelque chose. Peut-être que certaines choses n'apparaissent que pour certains yeux. Peut-être que certaines choses nous observent sans qu'on s'en rende compte. Et peut-être que la forêt cache plus de secrets qu'on est prêt à en découvrir. Après ce qui était arrivé avec l'homme au sac à dos rouge et ce souvenir d'enfance qui refaisait surface, ma perception de la forêt changea. J'avais toujours su qu'elle pouvait être dangereuse. Je connaissais les bêtes sauvages, les tempêtes imprévisibles, les terrains traîtres, mais maintenant, je comprenais que le véritable danger n'était pas ce que je pouvais voir. C'était ce que je ne pouvais pas voir. Les semaines passèrent. Je continuais mon travail, patrouillant la zone, répondant aux signalements de randonneurs égarés, de feux de camp mal éteints, de braconniers. Tout semblait être revenu à la normale. Jusqu'à ce qu'un jour, cette sensation revienne. Celle de ne pas être seul. Un signalement nous parvint. Une famille s'était séparée sur un sentier. Rien d'inhabituel. On me confia la tâche de fouiller une section de la forêt pendant que les autres s'occupaient des autres zones. Je marchais depuis une demi-heure quand j'ai entendu des pas, derrière moi. Je me suis figé. Le bruit des branches écrasées continua encore quelques secondes, puis le silence total. Je me suis lentement retourné, m'attendant à voir quelqu'un sur le sentier, mais il n'y avait rien. « Il y a quelqu'un » lançai-je à haute voix. Silence. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais quelque chose au fond de moi me disait de ne pas continuer. Lentement, ma main se posa sur ma radio. « Ici, Mathieu. Je crois avoir entendu quelque chose dans ma zone. Quelqu'un est à proximité ?» Que des grésillements en réponse. J'inspirais profondément, tentant de calmer mon cœur qui battait un peu trop vite. Peut-être un animal,
peut-être mon imagination, après tout ce que j'avais vécu. J'ai fait un pas en avant. Et à cet instant, les pas ont repris, pas au loin, pas dans un coin perdu de la forêt, juste derrière moi. Mon cœur se serra. Je me retournai immédiatement. Mais encore une fois, il n'y avait personne. Rien. Mais cette fois, je vis quelque chose qui me coupa le souffle. À quelques centimètres de mes bottes, des feuilles mortes craquèrent toutes seules, comme si quelque chose d'invisible venait de marcher dessus. Ma respiration devint lourde, mon esprit me hurlait de fuir, mais mon corps refusait de bouger. Et puis, je compris. Ce n'était pas que quelque chose était là, c'était que quelque chose avait toujours été avec moi. Sans même m'en rendre compte, j'avais retenu mon souffle. Je ne voulais pas bouger, je ne voulais même pas cligner des yeux. Puis, le son revint. Des pas qui s'éloignaient, qui se rapprochaient, juste devant moi. Je vis une branche se plier doucement, comme si quelqu'un l'avait frôlée en passant. Mais il n'y avait personne. La peur devint de la panique. Je n'ai pas attendu, j'ai couru. Je me fichais qu'on me prenne pour un paranoïaque. Je me fichais d'avoir à inventer une excuse plus tard. Tout ce que je voulais, c'était sortir de là avant que ce ne soit trop tard. Je courus, je ne sais pas combien de temps, mais quand je m'arrêtais enfin, mes jambes tremblaient et mon souffle était court. J'ai regardé autour de moi. Silence. Plus aucun bruit de pas. Plus de feuilles froissées. Plus de branches qui pliaient toutes seules. Mais la peur, elle, était toujours là. J'ai sorti ma radio d'une main tremblante et tenté de contacter la centrale. Ici Mathieu, vous me recevez? Terminé. Cette fois, quelqu'un répondit. On te reçoit Mathieu, tout va bien? J'ai fermé les yeux et forcé ma voix à rester stable. Oui, juste dites-moi si la famille disparue a été retrouvée. Une pause. Oui, il y a 10 minutes. Tout le monde est sain et sauf. Un frisson glacé me parcourut l'échine. Ils étaient déjà en sécurité. Alors, avec quoi étais-je dans cette forêt depuis tout ce temps? Je ne répondis rien de plus. Je rangeai la radio et décidai de retourner à la base. Je ne voulais plus être ici. Pas cette nuit. Mais sur le chemin, je tombai sur quelque chose qui fit monter ma peur à un tout autre niveau. Un campement, bâclé, sans tente, juste une bâche déchirée et quelques pierres disposées autour d'un feu de camp éteint. Quelqu'un était là et était parti, en toute hâte. Mais ce n'est pas ça qui me glaça le sang. C'étaient les objets suspendus aux arbres, des figurines en bois, des sphères entrelacées avec des brindilles sèches, des centaines, oscillant doucement sous la brise. Les voir me donna instantanément l'impression d'être observé. Je m'approchai de l'une d'elles et la pris délicatement. Elle était attachée par un nœud grossier. À l'intérieur de la structure tressée, il y avait quelque chose de petit, quelque chose de gris-brun. Je l'extrayai et une odeur nauséabonde me frappa de plein fouet. C'était un fragment d'os, mais pas n'importe quel os, un ongle humain en décomposition. Je lâchai l'objet et reculai d'un pas. Mes yeux balayèrent les arbres. Il y en avait des centaines, et elles contenaient toutes quelque chose. Mon premier réflexe fut de fuir, mais mon devoir était d'en faire le signalement. J'ai pris ma radio. Ici Mathieu, j'ai besoin de renfort à ma position. J'ai trouvé un campement abandonné. Et autre chose, la centrale confirma qu'ils envoyaient une équipe. Alors j'ai attendu. Mais à un moment donné, j'ai compris quelque chose. La forêt était silencieuse, il n'y avait plus de vent, plus de bruissement dans les feuillages, mais d'une manière inexplicable. Les figurines continuaient de se balancer, et pire encore, je jurerais que certaines oscillaient dans la direction opposée au vent, comme si quelque chose d'invisible les touchait. Je me figeai. Une pensée me traversa l'esprit comme un coup de poing dans l'estomac. Si ces objets continuaient de bouger, cela signifiait que quelqu'un d'autre était là. Mais je ne voyais personne. Rien que ces sphères de bois qui oscillaient
et cette certitude glaciale que quelque chose m'observait, de très, très près. Je savais que je ne devais pas rester là. Chaque fibre de mon corps me criait de fuir immédiatement, mais mes jambes refusaient de bouger. La peur m'avait ancré au sol. Les figures de bois continuaient de se balancer, bougeant dans des directions impossibles. Ma respiration était courte et saccadée. Quelque chose était ici, avec moi. J'ai sorti ma lampe torche et l'ai allumée, balayant les alentours d'un faisceau tremblant. Rien, juste des arbres, juste l'obscurité. Mais alors, quelque chose changea. Au loin, entre les buissons denses, deux lumières rouges apparurent. D'abord, j'ai pensé que c'était un reflet, peut-être les yeux d'un animal. Mais non, ces yeux me fixaient. Mon estomac se tordit. Ils ne clignaient pas, ils ne bougeaient pas. Ils attendaient. J'eus l'instinct d'appeler la centrale par radio, mais une voix intérieure me dit de ne pas faire de bruit. Je ne devais pas montrer ma peur. Je ne devais pas faire un mouvement brusque. Je devais juste m'éloigner. Un pas, un autre. Le sol craqua sous mes bottes et à cet instant précis, les lumières rouges s'élevèrent. Elles se dressèrent. Et c'est là que je compris que ce n'était pas un simple reflet. C'était quelque chose d'énorme. Une silhouette tordue, des membres bien trop longs et des cornes recourbées qui semblaient se fondre dans l'ombre. Je voulais fuir. Je voulais crier. Mais si je le faisais, je savais que je n'irais pas loin. J'avalais ma salive et continuais à reculer. Un pas, deux de plus. Mais la créature bougea. Elle ne marcha pas. Elle ne courut pas. Elle se retrouva simplement plus près. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait éclater. À cet instant, un bruit déchira le silence, le moteur d'un hélicoptère. Une lumière jaune fendit la pénombre et illumina les buissons. L'appareil de secours. Les fusées de détresse commencèrent à s'allumer au point d'évacuation. Je devais courir. Maintenant. Je fis volte-face et me jetai en direction des lumières. Je ne regardais pas derrière moi. Je ne voulais pas savoir si cette chose me suivait. Le bruit de ma respiration, le poids de mon sac, les branches me fouettant le corps. Et puis, je l'entendis. Des pas, lourds, rapides, derrière moi. J'accélérais, manquant de trébucher sur le sol meuble. La lumière de l'hélicoptère était plus proche, éclairant la clairière où Paul et les autres nous attendaient. « Dépêche-toi, Mathieu !» hurla-t-il. Je courus. Je me jetai dans la clairière, au moment même où une ombre frôla mon dos. Je tournai la tête, juste une seconde, et je la vis. Debout, à l'orée de la forêt, immense, déformé, avec ses yeux rouges perçant l'obscurité. L'hélicoptère s'éleva. Paul agrippa mon bras alors que nous montions à bord. Mais avant de m'éloigner, je jetai un dernier regard en bas. La créature était toujours là, sans bouger, me fixant, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais, comme si elle attendait de me revoir. Après cette nuit, tout changea. Je ne parlais pas de ce que j'avais vu dans la forêt, ni à Paul, ni aux autres gardes. Je savais qu'ils ne me croiraient pas, ou pire, je savais que certains savaient déjà, mais refusaient d'en parler. Je repris ma routine, je faisais mon travail comme avant, mais la forêt n'était plus la même à mes yeux, parce que désormais, j'avais compris quelque chose que j'ignorais autrefois. Quelque chose d'autre marche entre les arbres, quelque chose qui n'appartient pas à ce monde. Les mois passèrent, aucune disparition inexpliquée. Tout semblait être revenu à la normale, jusqu'à ce qu'un après-midi, alors que je patrouillais un sentier principal, je le vis, à quelques mètres devant moi, planté au beau milieu du chemin. Un homme, t-shirt à manches longues, short, sac à dos rouge. L'air se figea dans mes poumons. Je restais figé, sentant mon cœur s'arrêter. Ce n'est pas possible. Je clignais des yeux. L'homme était toujours là. Il ne bougeait pas. Il ne respirait pas. Il se contentait de me regarder. J'essayais de parler, mais ma gorge était sèche. Mon esprit refusait d'accepter ce que je voyais.
Ce n'était pas possible. Je l'avais transporté dans mon 4x4 et il avait disparu. Je ravalais ma peur. Je ne pouvais pas rester là. Pas encore. Je fis un pas en avant et levai la voix. « Est-ce que tout va bien ?» Silence. Le poids de la forêt devint oppressant. Et puis, l'homme bougea. Il ne marcha pas. Il ne pivote pas. Il se retrouva simplement plus près. Mes pieds restèrent ancrés dans le sol. Même visage, même vêtements. Mais quelque chose clochait. Son expression, elle n'était pas humaine. Il ne clignait pas des yeux. Il ne respirait pas. C'était comme s'il essayait de se rappeler comment un homme était censé se comporter. Mes mains tremblèrent. Un frisson glacé coula le long de mon dos et soudain, il disparut. Pas un mouvement, pas un bruit. Il n'était juste plus là. Le sentier était vide. Le vent se remit à souffler entre les branches. Le monde reprenait son cours. Mais moi, je savais ce que j'avais vu. Et le pire, ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Peut-être que nous sommes toujours observés. Peut-être que nous ne savons jamais vraiment ce que nous croisons dans la forêt, parce que certaines choses ne disparaissent jamais. Elles attendent que quelqu'un d'autre s'approche trop, attendent que quelqu'un d'autre fasse l'erreur de croiser leurs regards.